C'est une session donc sur l'amour humain, sur la transmission de la vie. On va approfondir notamment l'enseignement d'une encyclique qui est parue il y a près de 50 ans, donc en 1968, qui s'appelle Humanae Vitae, de la vie humaine. Et c'est une encyclique qui a été donnée donc par Paul VI et qui est prophétique, comme on vous le dira, dont la réception n'a pas été évidente et n'est toujours pas évidente. Mais on veut vous aider, si vous voulez, à en comprendre toute la pertinence et à comprendre que c'est vraiment l'Esprit Saint qui a animé l'Église et qui a permis à Paul VI d'écrire cette encyclique. Alors, pour ma part, je vais commencer par vous donner une réflexion sur le mouvement de 1968 à nos jours, notamment la révolution sexuelle de 68 à nos jours. Alors cet enseignement se base pour l'essentiel sur un enseignement qui a été donné par Pierre-Olivier Ardouin lors d'une de nos sessions à Sens en juillet 2008. Sur cette session abordait le même thème. Et Pierre-Olivier Ardouin est un de nos foyers amis. Bon, il est philosophe, il intervient beaucoup dans le domaine de la bioéthique. Il a fait partie donc de la commission de bioéthique du diocèse de Fréjus-Toulon. Il était intervenant aussi à la Fondation Jérôme Lejeune. Donc sa pensée est importante et elle est très ajustée. Alors tout d'abord, le cœur de la révolution de 1968, on va dire que c'est la révolution sexuelle. En effet, vous avez tous entendu parler de 68 comme d'un moment de grande effervescence en Europe. On parle à dessein donc de la révolution, car ce mouvement a entraîné un véritable changement de vision de l'homme, de la société, de la famille. Et le cœur de ce mouvement est une émancipation totale de l'homme, avec le slogan, notamment « Il est interdit d'interdire », cela en témoigne. Il y a un autre slogan aussi, « Faites l'amour et non la guerre ». Et ce slogan-là témoigne que le moteur de cette émancipation est la révolution sexuelle, avec comme point de départ dynamique la dissociation de la sexualité et de la procréation. Et cette dissociation est permise, est obtenue plutôt, par la contraception. Alors en France, la franc-maçonnerie, héritière des philosophes des Lumières, était depuis longtemps à l'œuvre pour éliminer Dieu des consciences et édifier une nouvelle société avec un homme nouveau, un nouveau type de famille, loin de la vision donnée par le judéo-christianisme. Depuis la Révolution, les idées des Lumières avaient pénétré la culture, les mentalités. Mais néanmoins, il restait un fort point de résistance. On était toujours accroché à un ordre naturel, parce qu'il existait encore dans la société un solide bon sens, et aussi parce que le christianisme était encore vigoureux, et il prêchait la soumission à la loi donnée par Dieu créateur. Ainsi, les lois du mariage, de la famille, découlaient directement du plan de Dieu créateur. La vie restait donc un don sacré. Et tout ceci empêchait un changement en profondeur de la société et donc la soi-disant émancipation de l'homme. Alors pour parvenir à ce changement de société, il fallait donc parvenir à tout prix à un changement de la notion même de la vie, c'est-à-dire un changement du statut de la vie. Et le docteur Pierre Simon,
qui était l'ancien président de la Grande Loge de France, donc c'est un franc-maçon, qui était cofondateur du planning familial français, qui a donné le nom français stérilet aussi. Eh bien, le docteur Pierre Simon, dans son livre publié en 1979, De la vie avant toute chose, disait que pour faire changer définitivement la société, il faut que la vie perde, alors je cite, le caractère absolu qu'elle avait dans la Genèse ou pour Aristote, pour devenir alors un concept qui se modèle et évolue au gré des lois, des idées, du savoir. La vie est ce que les vivants en font, la culture la détermine. Ce n'est pas la mère seule, c'est la collectivité tout entière qui porte l'enfant en son sein. C'est elle qui décide s'il doit être engendré, s'il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir. Il dit encore: poser le principe que la vie est un matériau au sens écologique du terme et qu'il nous appartient de la gérer, là est l'idée centrale donc du programme franc-maçon pour faire changer la société. Voilà. Alors ça peut nous paraître des phrases un peu terribles, mais c'était sa pensée et la pensée de tout le plan franc-maçon. Donc il faut savoir qu'il le dévoile en 1979 et on va lui demander, on va retirer immédiatement des librairies ce livre parce que certains francs-maçons ont dit ce n'est pas le moment d'annoncer aussi clairement notre plan. Voilà. Alors, changer le concept même de la vie à l'aide de la contraception. Pour parvenir justement au changement du concept même de la vie, duquel dépend le changement de société, il fallait imposer le levier de la contraception. On va se poser cette question, et pourquoi ? Parce que la contraception permet de dissocier ce qui était lié par la nature, à savoir la procréation et la sexualité. Ainsi, avec la contraception, la sexualité pouvait avoir son autonomie propre. Elle n'était plus forcément liée au don de la vie. Et la sexualité était dégagée de la responsabilité du don de la vie. Par la contraception, la femme peut librement disposer de son corps. Elle n'est plus enchaînée par son rôle d'épouse et de mère. Alors quand je dis elle n'est plus enchaînée, c'est le fait d'être épouse et mère, ce ne sont pas des chaînes, mais pour ces personnes-là qui sont dans cette mentalité, ils pensent que ce sont des chaînes. Voilà. La contraception permet l'émancipation véritable de la femme, dans laquelle celle-ci doit être libérée, non pas des contraintes du travail, mais avant tout de la dépendance affective d'une sexualité conjugale fondée sur le mariage et le don total des époux dans un amour fidèle. La contraception permet le changement de cadre culturel. Elle conduit à une absolutisation de la liberté sexuelle, privée de toute référence à la responsabilité et dégagée de toute norme éthique ou morale. Dissocier sexualité et don de la vie entraîne que le don de la vie n'est plus forcément lié à la nature des choses, mais peut dépendre de la technique. Voilà. On rentre dans ce mode de raisonnement. De plus, la contraception ne dispose pas à l'accueil de la vie. Elle génère donc une mentalité contre la conception, contre la vie, quand celle-ci n'est pas désirée. Ainsi, elle conduit plus facilement au désir de l'avortement. Et c'est vrai que quand on nous a présenté la loi de dépénalisation de l'avortement, donc en 1974, on nous a dit
cette loi permettra, comment dire, on nous a dit, il faut plus de contraception pour éviter les avortements. Voilà. Or, même les grands journaux disent les chiffres sont têtus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus on a de contraception, plus on a d'avortements. Voilà. Parce que la contraception génère une mentalité de non-accueil pour la vie. Or, pour justifier l'avortement et pour soulager la conscience, il faut que la vie aussi perde son statut sacré. Elle devient ainsi peu à peu un matériau que l'homme pourra utiliser à sa guise. Or, jusque-là, l'idée, ou plutôt cette philosophie néfaste, n'avait pas pu devenir réalité, à cause de deux obstacles. Alors le premier obstacle, c'est un obstacle technique. Il n'existait pas de véritable moyen de contraception valable. Et puis le deuxième obstacle, c'est un obstacle politique, c'est que les États avaient une législation qui mettait des freins à cette philosophie. Alors le progrès scientifique, avec l'invention de la pilule contraceptive en 1956, est aux USA par Gregory Pincus et son collaborateur, qui était un collaborateur catholique, John Rock, va faire sauter ce verrou technique. Alors, il faut savoir que la découverte de la pilule a été en partie permise par les financements du puissant planning familial américain, lequel a été fondé par Margaret Sanger, dont Pierre Simon, le docteur Pierre Simon, a révélé qu'il fut son disciple. Et c'est elle qui a pu dire dans les années 50 que l'avenir de notre civilisation dépendait de l'invention d'un contraceptif simple et bon marché. Voilà. Donc, vous voyez, dans la mentalité de ces personnes, il y a sous-jacent, enfin plus que sous-jacent, il y a l'idée qu'il faut changer de type de civilisation. Voilà. Alors ça, c'était le verrou technique qui a pu sauter. Alors le verrou politique sautera lui aussi, car le pouvoir politique va prendre à son compte les idées ou la philosophie du monde maçonnique, tout en s'appuyant sur l'autorité du pouvoir médical. Ainsi, Pierre Simon affirme, alors je cite, « Si la société ne cesse de peser sur l'objet même de la médecine, celle-ci en retour façonne tous les jours un peu plus le visage et le destin des sociétés modernes. Cette intervention politique des médecins est rendue toujours plus nécessaire à ne plus se donner pour seul projet d'assurer la survie des humains, mais à se mêler de changer leurs conditions, donc de bousculer leur morale. Les médecins, comme les autres scientifiques, participent désormais très concrètement au pouvoir. » Donc si vous voulez, il dit, les médecins ne sont plus simplement engagés dans le fait qu'ils doivent assurer la survie des humains, mais ils doivent se mêler pour faire changer les conditions de la morale. Voilà. Donc ils doivent accéder à un autre pouvoir. Ils doivent avoir aussi un pouvoir politique. Et cela va se vérifier en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Lucien Neuwirth. Peut-être pas parce que ce n'est pas votre époque. Eh bien, M. Lucien Neuwirth était à la fois franc-maçon, médecin et député. Voilà. Et c'est lui qui va permettre, entre guillemets, la libéralisation de la contraception avec sa fameuse loi qui porte son nom. Et cette loi, elle va être votée un 28 décembre 1967. Le 28 décembre, c'est la fête des Saints Innocents. Voilà. Alors, un autre nom, je pense que là, vous en avez entendu parler, c'est Daniel Cohn-Bendit. Alors, Daniel Cohn-Bendit, c'est l'un des leaders de 68.
Et il dira, le désir d'émancipation avait besoin d'un espace politique normalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait que ce soit le pouvoir politique démocratique qui entérine la révolution sexuelle, tout simplement. Il fallait qu'elle passe dans les lois et de manière par la politique, par le pouvoir démocratique. Alors ce fut fait par la loi Neuwirth un an avant 68. On peut dire qu'à partir de 68, toute la classe politique va de plus en plus entériner cette émancipation. La droite, par peur d'être traitée de rétrograde, va la favoriser. Depuis 68, la révolution culturelle est relayée par l'État, qu'il soit de droite ou de gauche. Voilà. Alors, Daniel Cohn-Bendit, aujourd'hui, c'est un homme bien rangé, bien rangé, et est député européen. Et il se réjouissait en 2008 en déclarant « 68, c'est fini, culturellement, nous avons gagné ». Voilà, c'est très intéressant de voir que ils avaient réussi à faire passer leurs idées dans les lois, dans la société. Voilà. Enfin, c'est-à-dire, ils ont réussi à faire passer le processus de leurs idées dans les lois, et puis c'est un processus qui se développe et qui continue à se développer encore. Voilà. Mais c'est un mauvais processus, vous comprenez. Et c'est vrai, donc il n'a pas tort, notre société a totalement intégré la révolution sexuelle, parachevant l'idée subversive de sexualité comme consommation, se dégageant de toute norme morale transcendante. Voilà. Et c'est ce que vous vivez tous les jours, ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est-à-dire la sexualité est uniquement vue sous l'angle de quelque chose, d'une consommation. Et il n'y a plus de lien qui est fait entre sexualité et morale. Contrairement à ce que certains ont cru, mai 68 n'avait pas pour finalité de prendre le pouvoir dans un idéal révolutionnaire de type marxiste, mais mai 68 avait pour finalité de mener cette révolution sexuelle pour faire advenir une nouvelle culture. Voilà. Le but était de dissoudre la morale fondée sur le respect de la famille et de la vie, en rejetant par le pouvoir démocratique légitime toute valeur chrétienne qui pourrait mettre en discussion son modèle de vie sociale et faire advenir une nouvelle culture qui renie tout fondement transcendant à la morale. Pierre Simon avait raison quand il écrivait, alors je cite, « La révision du concept de vie induite par la contraception transformera la société dans son intégralité. » Il dira aussi « La contraception libératoire a fait tomber les murs des fatalités traditionnelles. Sa disparition ouvre un champ libre où il va falloir installer la nouvelle morale. » Alors quelles étaient ces soi-disant fatalités traditionnelles? Eh bien, que la vie était un don sacré, qu'on ne pouvait pas toucher à la vie, donc que l'avortement était un mal, que le mariage, c'était uniquement un homme, une femme, et pour toute la vie. Et donc, vous voyez, ce qui va se passer, c'est la reconnaissance de la contraception, c'est le début d'un processus comme un droit qui inaugure une longue série de droits iniques qui opèrent une mutation culturelle et sociale sans précédent. Droit au divorce, même si le droit au divorce était avant la loi Neuwirth, le droit à l'avortement, le droit à disposer de son corps, le droit à l'enfant, on en reparlera demain, on verra ce que cela veut dire, et donc c'est la PMA, la GPA, les manipulations bioéthiques, et puis c'est le droit à l'euthanasie. Donc là, on arrive bientôt au bout du processus.
Et le statut de la femme est modifié, elle est libérée des chaînes de la maternité et de son rôle d'épouse. Voilà. Alors, en résumé, sans la pilule, qui était du domaine de la science, sans la loi Neuwirth qui dépénalise la pilule, en fait, voilà, qui est du domaine de la politique et du droit, l'esprit hédoniste, c'est-à-dire l'esprit d'une société de plaisir de mai 68, aurait eu beaucoup de peine à s'imposer. La dissociation entre sexualité et don de la vie est le point de départ d'une attaque en règle contre la nature de l'homme et de la femme, contre sa structure anthropologique telle qu'il a été créé par Dieu. Ainsi considérée, la vie a perdu peu à peu son caractère sacré. Elle est devenue un matériau aux mains de l'homme. Voilà, d'où toutes les expérimentations que l'on peut faire, enfin, soi-disant, bon, voilà. Tout ceci a permis de mettre à bas la vision chrétienne du monde pour la remplacer par une nouvelle conception de l'homme et de la société. La déconstruction du projet de Dieu, parce que c'est de cela qu'il s'agit, la déconstruction du projet de Dieu aboutit à la mort de Dieu. Et ça, c'est la philosophie de Nietzsche. Alors Nietzsche, vous savez, il est mort en 1900. Voilà. Et il avait parlé de la mort de Dieu. Et pour arriver à cette mort de Dieu dans les esprits, il fallait déconstruire son projet. Ou encore, l'apostasie de la loi morale naturelle a permis d'apostasier plus sûrement Dieu lui-même. En définitive, voilà le but de ceux qui mènent en conscience la révolution culturelle de 68 à nos jours. Alors, quelles sont les réelles conséquences de cette révolution culturelle? Elles sont multiples, on le verra demain. Là, simplement, on donne quelques adjectifs ou quelques idées. Cela va être la diffusion d'un égoïsme asphyxiant, comme le dira Benoît XVI. Ce sera aussi une régression sans précédent des rapports entre l'homme et la femme. Voilà. Et ces rapports seront vus seulement d'un point de vue de la corporéité. Le leurre de la soi-disant maîtrise du corps a entraîné une permissivité générale et a conduit à une suggestion des femmes, leur corps étant relégué à un simple objet de consommation. Autre conséquence aussi, un taux de divorce alarmant, 1 sur 3 en moyenne en France, 1 sur 2 dans la région parisienne. Et puis aussi un développement exponentiel de la pornographie. Mais on peut trouver aussi beaucoup d'autres conséquences. Alors, je termine par une citation de Benoît XVI dans Deus Caritas Est, qui synthétise toutes ces conséquences. Il dit au numéro 5 de cette encyclique: « La constitution de l'être humain est à la fois corps et âme. L'homme devient vraiment lui-même quand le corps et l'âme se trouvent dans une profonde unité. Le défi de l'éros est vraiment surmonté lorsque cette unification est réussie. Si l'homme aspire à être seulement esprit et qu'il veut refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. Et si d'autre part, il renie l'esprit et considère donc la matière, le corps, comme une réalité exclusive, il perd également sa grandeur. La façon d'exalter le corps à laquelle nous assistons aujourd'hui est trompeuse. L'éros, rabaissé simplement au sexe, devient une marchandise, une simple chose que l'on peut acheter et vendre. Plus encore, l'être humain devient une simple marchandise. L'homme considère maintenant le corps et la sexualité comme la part seulement matérielle de lui-même qu'il utilise et exploite de manière calculée. Nous nous trouvons devant une dégradation du corps humain qui n'est plus intégré dans le tout de la liberté de notre existence, qui n'est plus l'expression vivante de la totalité de notre être,
mais qui se trouve comme cantonné au domaine purement biologique. Et Benoît XVI dira aussi, lors d'un congrès international, lors des 40 ans d'humanité, en l'absence de cette unité, dans une culture soumise à la domination de l'avoir sur l'être, la vie humaine risque de perdre sa valeur. Si l'exercice de la sexualité se transforme en une drogue qui veut assujettir le conjoint à ses propres désirs et intérêts, sans respecter les temps de la personne aimée, alors ce que l'on doit défendre n'est plus simplement le véritable concept d'amour, mais en premier lieu, la dignité de la personne elle-même. Jean-Paul II parlait de guerre et de conspiration contre la vie, au numéro 12 de Evangelium Vitae. Et donc, dans ce champ de ruines, lui, une encyclique particulièrement belle du magistère de l'Église, et cette encyclique, c'est l'encyclique de Paul VI, Humanae Vitae, et c'est ce qu'on va vous faire découvrir maintenant.